Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue à tirer le fil du leadership, puisqu'au-delà de la programmation initiale de la saison, j'ai eu la chance de faire de fabuleuses rencontres qu'il était inévitable pour moi de partager avec vous. Et là, je vais partager aujourd'hui et la semaine prochaine 2 rencontres fabuleuses que j'ai faites lors du salon Decidia à Chambéry. J'animais une conférence sur la seniorité et j'avais entre autres personnes très intéressantes, 2 DRH sur le panel. Et j'ai souhaité en profiter pour leur tendre le micro et leur poser des questions sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. C'était un peu d'ailleurs l'origine du podcast. Quand je l'ai créé, ça a été très spontanément, puisqu'il y a presque 6 ans maintenant, j'avais envie de partager avec vous ces rencontres passionnantes de dirigeants et dirigeantes qui conjuguent au quotidien humain, impact et performance. Et la dirigeante du jour est tout à fait exemplaire sur le sujet, en tout cas de mon point de vue, je suis sûre que vous allez le partager. J'ai effectivement le plaisir et l'honneur de vous proposer mon échange avec Nadège Morel, qui est la DRH du groupe Jeanlin Mobilité. Jeanlin Mobilité, c'est le top 15 des distributeurs automobiles, c'est un groupe d'un peu plus de 2000 personnes qui est basé entre autres à Chambéry et qui travaille sur l'ensemble de l'arc alpin, qui est basé beaucoup plus largement, mais le siège est à Chambéry. Et on échange avec Nadège sur ces enjeux de DRH d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment une belle rencontre parce que Nadège a un regard très singulier. Je trouve qu'elle arrive à la fois à conjuguer le fait d'avoir beaucoup de hauteur, de prise de vue, de hauteur de vue, et en même temps une action très pragmatique, très concrète. Donc vous savez que si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, cette posture. Et donc avec Nadège, on va parler de culture managériale, de développement du leadership à tous les niveaux de l'entreprise. Étape clé selon Nadège pour accompagner la très forte mutation du secteur automobile. Et quand Nadège parle de tous les niveaux de l'entreprise, elle parle y compris du management de première ligne, qui sont ceux, comme elle dit, qui tiennent la boutique et qui engagent les collaborateurs. Et après, on va traiter de sujets très connexes au développement du leadership, que sont comment ancrer les enjeux de RSE dans la réalité du quotidien, comment revaloriser l'utilité de chacun au sein du collectif, comment faire levier des technologies pour permettre à chacun de se concentrer sur des actions à fort impact et donc à son utilité, donc le fameux sens qu'on vient d'évoquer, et comment mettre à profit la data pour préparer le futur. Et puisqu'on parle de futur, on terminera, Nadège nous présentera comment elle compte préparer dès maintenant le futur des métiers de l'automobile, l'impact qu'elle souhaite avoir en tant que leader qu'elle est sur le groupe et ses collaborateurs. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode, de cette interview que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai adoré réécouter. Et je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Nadège. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Je vais commencer par vous laisser vous présenter, Nadège. Donc je suis Nadège Morel, je suis DRH au sein du groupe Jeanlin Mobilité, qui est un groupe de distribution automobile sur la région Savoie, Haute-Savoie et périphérie. Merci Nadège d'être avec moi. Alors avant, vous êtes chez Jeanlin depuis combien de temps et avant vous étiez où ? Alors j'ai une vingtaine d'années d'expérience en RH. J'ai passé 15 ans dans le milieu plutôt industriel au sein de la société Alstom,
donc d'abord sur des différentes fonctions de RH opérationnel, puis de DRH sur des sites industriels, et ensuite au siège. Et j'ai rejoint le groupe Jeanlin l'année dernière, en été 2022. D'accord. Et le groupe Jeanlin, parce que, alors là, on est à Chambéry, donc je pense que les gens qui nous écoutent depuis Chambéry savent très bien ce que c'est que le groupe Jeanlin. Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de collaborateurs il y a ? Alors le groupe Jeanlin fait partie des top 15 parmi les distributeurs automobiles français, donc c'est un groupe de taille assez conséquente dans cette activité, et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 2000 collaborateurs répartis du coup sur les territoires qui s'étendent vraiment autour de l'arc alpin. D'accord, merci pour cette précision. Alors je voulais qu'on parle d'un sujet qui est un sujet que vous avez pris à bras-le-corps en arrivant, et quand je vous ai demandé quel était un petit peu votre principal challenge aujourd'hui, vous m'avez parlé de la maturité managériale. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Absolument. Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait mon petit rapport d'étonnement et mon diagnostic RH. Ce qui est intéressant dans ce que vit le groupe aujourd'hui, le secteur de l'automobile est vraiment un secteur en pleine mutation, que ce soit du côté des constructeurs que du côté des distributeurs. Donc, il y a cette nécessité de se réinventer, de s'adapter, et très vite. C'est un secteur d'activité où les choses vont très très vite, donc il y a ce besoin de s'adapter rapidement. Et effectivement, ce que j'ai très vite identifié, c'est le besoin en fait de développer une culture managériale homogène et faire grandir du coup toute la ligne managériale vers des pratiques managériales beaucoup plus matures, beaucoup plus robustes, qui nous permettent de travailler la satisfaction des collaborateurs, le bien-être au travail, et également développer aussi notre attractivité sur le bassin d'emploi. Qu'est-ce que vous appelez une maturité managériale ? Une culture homogène, pardon. Alors, une culture homogène, c'est vraiment l'idée d'avoir, même si chaque individu et chaque manager a sa personnalité et sa façon d'être, l'idée, c'est d'avoir un socle commun de comportements managériaux. Pourquoi ? Pour créer une cohérence d'ensemble et, du coup, créer ce sentiment du collectif, ce sentiment d'appartenance qui fait qu'on est une entreprise, en fait, et pas juste 2000 salariés différents qui se côtoient au quotidien. Donc, pour moi, c'est un enjeu majeur en termes de culture d'entreprise, de sentiment d'appartenance, et c'est ça que j'appelle la maturité managériale. C'est capable de travailler autour de pratiques de comportements managériaux, donc c'est des choses qui sont en fait assez concrètes, de manière à avoir des pratiques homogènes et de déployer, de diffuser une valeur, une culture d'entreprise commune. Une sorte de référentiel, en fait. Une sorte de référentiel, exactement. Vous en avez fait une charte ou pas, d'ailleurs ? Alors, on n'en a pas fait une charte, on est en train d'en discuter, justement. Je crois beaucoup aux chartes, parce que ça permet de poser, en fait, des choses qu'on théorise, mais le fait de les écrire, c'est un peu engageant. Et je crois beaucoup aux chartes, au pouvoir des chartes, c'est des choses assez simples. Donc oui, c'est sans doute quelque chose qu'on va travailler dans les prochains mois. En termes de feedback, moi, ça a été la première chose... Je pense que ma deuxième année de travail, je réalisais une charte managériale. Donc, c'était il y a très longtemps. Et en fait, j'en ai réalisé il n'y a pas assez longtemps pour une entreprise. Et donc, c'est pas old school. Parce qu'en fait, c'était à un moment donné, c'était important d'ancrer les choses, de les imager. Parce qu'en fait, il y a les managers que vous voyez à l'instant T, puis il y a ceux qui vont arriver, en fait, tout simplement. Et vous pouvez me dire concrètement comment vous l'avez fait ? Alors concrètement, je me suis posé la question parce qu'on avait, quand je suis arrivée, on était en train de déployer tout un programme de formation très bien fait avec un partenaire extérieur pour nos primo-managers. Donc un plan de formation assez robuste sur plusieurs mois qui couvrait vraiment tous les champs, les champs des compétences managériales. Et moi, ce que je voulais, c'était, vu que je voulais diffuser cette culture managériale commune, ce qu'on a décidé de faire, on l'a fait du coup en interne, c'est qu'on a créé des micro-modules de formation. Donc on est plutôt sur la notion de speed training. Donc des modules de formation qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum, sur des thèmes qu'on a identifiés. Donc les thèmes, c'est ceci. Donc on a fait un module de formation sur la conduite d'entretien annuel, la conduite d'entretien professionnel, la conduite d'un entretien de recrutement, avec tous les sujets de discrimination également associés. On a déployé tout un programme aussi sur la partie HSE, sur les conditions de travail, la prévention, la sécurité au travail. Et on a défini comme ça un certain nombre de modules qu'on va déployer au fil de l'eau et qui vont nous permettre justement d'adresser ces sujets qui me paraissent essentiels. Et vous les avez déployés auprès de tous les managers ? Alors, notre méthodologie, en fait, elle est assez simple. C'est que on fait nos programmes de formation donc au niveau du service RH. J'ai la chance d'avoir
une personne dans l'équipe qui est coach et qui fait notre ingénierie formation. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, moi, je forme la ligne managériale la plus haute, donc les directeurs. Donc, je forme tout le comité de direction sur la base des mêmes supports. Et mes responsables RH, qui sont implantés sur nos différents sites, vont former les managers de premier niveau, de manière à ce que du coup cette diffusion se fasse de manière homogène. D'accord, donc vous formez par cascade en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça sera quoi l'étape d'après ? Alors l'étape d'après, on va continuer à dérouler le programme. On a identifié une dizaine de modules. Et puis, donc là, on s'appuie évidemment sur les pratiques managériales. La prochaine étape, ça va être de construire peut-être quelque chose autour du leadership, puisqu'on a, pour faire face à tous nos enjeux de transformation, de mutation, faut aller au-delà, je dirais, des pratiques managériales. Il faut avoir un fil conducteur et un leadership fort en entreprise, et ce, également à tous les niveaux de l'entreprise. Mais ça, peut-être qu'on va préciser pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on a échangé avant l'entretien. Et en fait, pour vous, quand vous parlez de leadership, vous parlez bien de tous les managers. Absolument. Pour moi, le leadership ne se résume pas au leader avec un grand L, qui serait le dirigeant, ou les décideurs, ou les dirigeants. On parle plutôt de dirigeants dans le monde de l'entreprise, mais effectivement, c'est bien l'idée. Pour moi, les premiers leaders, c'est les leaders de terrain, c'est les personnes qui amènent les équipes au quotidien. Et on voit donc finalement, c'est la bottom, c'est le management de première ligne. C'est le management de première ligne. Pour moi, c'est eux qui tiennent la boutique. J'aime bien cette expression parce que c'est exactement ça. Et c'est eux qui suscitent l'engagement au quotidien des collaborateurs. Et comment vous définiriez le leadership, vous ? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de bonne définition. Ouais. Non, pour moi, le leadership, c'est déjà c'est très individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leaders qui sont pareils, mais c'est une façon d'amener des équipes, en fait. C'est vraiment ça. C'est une façon de susciter l'engagement et d'amener les équipes vers un objectif qui est commun. Qui est pour le coup celui de l'entreprise. C'est ça qui crée l'intérêt de l'entreprise. Ouais. Absolument. Et alors, au-delà de ce chantier, qui est déjà un vaste chantier, pour vous, j'imagine que vous préparez l'année 2024. Quels sont pour vous les 2-3 grands enjeux, je dirais pour vous, mais aussi en tant que DRH, que vous voyez dans le monde RH aujourd'hui ? Alors pour moi, le métier RH est vraiment aussi en pleine mutation, évidemment, vu les évolutions du marché de l'emploi, vu les évolutions dans la société également, puisque je trouve que l'entreprise est toujours le miroir de ce qui se passe dans la société. C'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs. Et pour moi, du coup, les RH ont vraiment des mutations profondes. Et en tout cas, sur 2024, moi, ce que je vois, et on le voit aussi dans les évolutions législatives européennes, c'est de travailler beaucoup plus sur tout ce qui est actifs immatériels. On parle beaucoup d'actifs immatériels, de reporting extra-financier. Donc, on va être contraint par la loi à partir de 2024 et 2025. Et donc, il y a tout un sujet autour de la RSE. Alors, la RSE, c'est pas nouveau. On en parle depuis bien 15-20 ans maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça va devenir une réalité concrète. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, c'est la concrétisation de tout ce qui est un petit peu balbutiant aujourd'hui, qui n'est pas forcément toujours structuré. Et pour moi, ça va être une période un peu charnière sur les 2 prochaines années, qui est comment transformer ces idées, ces concepts, ces intentions qui tournent autour de la RSE au sens large du terme, en actions concrètes qui vont faire du sens à la fois pour les managers et pour les collaborateurs. Donc je trouve que c'est vraiment un sujet chez Jeanlin, et on s'attache avec la direction à essayer de construire quelque chose de cohérent, de concret, et qui sera bénéfique et vertueux pour tous. Ok, un autre enjeu ? Un autre enjeu, ça va être... Et alors, c'est très lié aussi, pour moi, c'est quand même la fidélisation des collaborateurs. On a beaucoup souffert depuis le Covid. Vous avez un gros turnover ? On a un turnover qui avoisine entre 25 et 27% en fonction des mois. Donc, un turnover élevé, qui est le même turnover, en fait, quand on regarde le secteur d'activité. Donc, il y a un enjeu, en fait, de fidélisation des collaborateurs qui va au-delà. On parle beaucoup de QVT, donc qualité de vie au travail, conditions de travail. Oui, évidemment, ça, c'est des fondamentaux. Ça, c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est la base de la pyramide de Maslow, mais effectivement, il y a la question du sens. Alors moi, la question du sens, je l'aborde de manière assez... parce que je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je suis une DRH de terrain. Pour moi, la question du sens, c'est la question de l'utilité dans le collectif. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent pas un sens... de sauver le monde, etc. En fait, les gens, ils veulent être utile dans une communauté ou dans un collectif. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime bien cette définition, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie dans les différentes activités, dans les différents métiers. Il faut que la personne se sente utile. Contributive dans un collectif, etc. Et si la personne se sent utile, en général, elle est heureuse.
Donc moi je crois beaucoup à ça et donc c'est aussi un sujet quand je parle du sens au travail, c'est vraiment redonner ce sens de l'utilité. Ouais. Et parfois on se noie dans une complexité qui est malheureusement grandissante dans les entreprises, où parfois on se perd dans les outils, dans les reporting, dans des process. Il faut recréer vraiment ce sens au quotidien et c'est le rôle des managers de premier niveau justement, qui doivent avoir cette capacité à sortir un peu à reprendre un peu de distance, à remettre ce sens au quotidien. Mais c'est vrai que si on le reconnecte au leadership, effectivement, le rôle du leader, c'est de permettre aux personnes de s'accomplir, de se développer et donc de se connecter à leur utilité. Et d'ailleurs, je trouve que quand on parle de reconnaissance, souvent, en fait, c'est une question d'utilité. C'est-à-dire que c'est faire un feedback, dans un feedback, montrer l'utilité de la personne. Absolument. À la mission finale. Et c'est vrai que souvent, on est très arc-bouté sur les grandes missions des entreprises, mais moi, je l'ai fait longtemps. Parce que quand j'ai travaillé chez HSBC, ils avaient déjà un purpose, c'était il y a très longtemps, donc c'était très en avance. Et en fait, le truc, c'est que c'était compliqué pour les collaborateurs de se connecter au purpose global. Et donc, il fallait vraiment le ramener à, en fait, quand tu fais ça au quotidien, quel est ton impact sur le résultat final, qui était en somme, le client, quoi, en fait, globalement. C'est exactement ça, c'est je sers à quoi? C'est ça la question. Ouais. À quoi je sers? À quoi sert ce que je fais sert. Voilà. Quand tu me demandes aussi un reporting en plus, à quoi il sert, ça va chercher jusque-là. Parce qu'on peut faire valoriser beaucoup la contribution, mais si la personne passe 90% de son temps à faire des reportings qui vont à la poubelle, on aura beau lui dire qu'elle est contributive. C'est extrêmement frustrant. Absolument. C'est toute la différence. Alors, j'avais expliqué ça lors d'une formation justement auprès des directeurs de l'entreprise. C'est toute la différence entre la reconnaissance et la flatterie. C'est-à-dire qu'on peut flatter les gens. Donc ça, sur le moment, ça fait du bien à l'ego. On est content, mais par contre, ça n'amène rien du tout en termes de satisfaction et de sens au travail. Et effectivement, la notion de reconnaissance, c'est vraiment au-delà c'est pas reconnaître la personne ou la flatter, c'est vraiment reconnaître son travail pour ce qu'il apporte au collectif et ce qu'il apporte en termes de valeur ajoutée, en fait. Ouais. Et donc, ça pose la question, évidemment, pour les managers, de se poser la question, est-ce que toutes les tâches ont une vraie valeur ajoutée? Est-ce que toutes les tâches ont un vrai impact dans la performance de l'entreprise? C'est un questionnement vertueux, en fait. C'est un vrai, exactement. Parce que tout à l'heure, on en parlait avant l'entretien, on disait finalement pour aussi que les managers puissent développer, révéler leur leadership, il faut aussi qu'ils aient moins de charges opérationnelles. Parce que tout ça prend quand même un peu de temps. Et donc finalement, en faisant la chasse à ce que nos collaborateurs font d'inutile, on peut faire aussi la chasse à ce qu'on fait d'inutile. Et peut-être se dire, finalement, si j'avais le temps de faire plus qu'une chose, ça serait laquelle ? Et là-dessus, moi, je pense qu'il y a un vrai levier, c'est tous les outils technologiques. On parle de ChatGPT, parle d'intelligence artificielle. Moi, je le vois dans la fonction RH, c'est un vrai levier. Et d'ailleurs, on a lancé un projet de mise en place de GED. Et c'est un vrai levier pour que, justement, pour les managers, de leur dégager du temps sur des choses qui ont un vrai impact pour l'entreprise, plutôt que de se noyer dans l'administratif. Et ça, dans la fonction RH, pour le coup, c'est un vrai enjeu, puisqu'on a aussi dans la fonction RH une partie administrative qui est quand même pas négligeable. Il faut absolument qu'on se modernise en fait. Quelque part, le troisième enjeu, c'est peut-être ça, c'est peut-être de savoir utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour toute l'entreprise. Finalement, ça fait peur. Or, ça peut nous permettre de dégager du temps pour mieux manager, pour être les leaders qu'on veut être. Ça peut nous dégager du temps qu'en collaborateur pour se sentir plus contributif, peut-être pour contribuer à d'autres choses dans l'entreprise. Et ça peut être extrêmement vertueux. Et justement, si les RH, en tout cas, c'est ma vision du métier, veulent, parce que toute la valeur ajoutée de la fonction RH, c'est d'accompagner les évolutions de l'entreprise, d'accompagner les collaborateurs, les managers, les leaders, les directeurs, tout le collectif. Et finalement, si on arrive à se dégager du temps sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, finalement, on aura beaucoup plus de temps qualitatif et on sera beaucoup plus performant au niveau de la fonction. Et puis, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est ce que les gens, les 3/4 des personnes qui font des RH aiment. C'est vrai. Souvent, quand même. Et du coup, moi, je vous ai coupé, je vous ai dit que ça sera le troisième. Mais peut-être que vous avez un troisième enjeu que vous voulez partager avec nous. Le troisième, c'est très lié à... Effectivement, il y a cet aspect... être plus performant dans tous nos processus administratifs par les nouveaux outils qui arrivent, c'est une opportunité. Mais derrière, en fait, moi, ce que je vois, c'est quand même le sujet de ce que je vais appeler la data analytics. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, dans le métier RH, ce qui va faire la différence, alors c'est très vrai dans les gros groupes, mais je pense que pour les groupes de taille intermédiaire, de plus en plus, cette faculté à pouvoir traiter la data, l'analyser pour pouvoir justement à la fois suivre les tendances, mais aussi les mettre en parallèle,
par rapport aux tendances en interne dans sa propre entreprise, c'est un vrai levier. Et aujourd'hui, je pense que les grands groupes sont plutôt bien armés et bien outillés. Sur les groupes de taille intermédiaire comme Jeanlin, c'est plus compliqué. Et donc justement, il y a un virage abordé de transformer tout ce qui est activité administrative vers des activités de data analytics. Voilà, donc c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez justement, Delphine, sur les outils de data, de gestion des data. Super intéressant. Et alors, si je vous disais pour terminer, là vous êtes depuis 1 an chez Jeanlin, on se positionne dans 3 à 5 ans, où est-ce que vous avez envie de l'emmener? Enfin, Jeanlin, la partie RH, les équipes RH, les managers, c'est quoi votre objectif? Votre contribution? C'est un objectif d'accompagnement. Le secteur de la distribution automobile est vraiment en pleine mutation. Alors, tous les secteurs d'activité sont en pleine mutation parce qu'il y a un environnement qui est de toute façon en pleine mutation, mais c'est encore plus vrai dans ce secteur. Il y a 2 phénomènes en fait. Il y a le phénomène que j'appelle consolidation, donc il y a un phénomène de consolidation des acteurs, donc qui se traduit par de la croissance externe. Et c'est vraiment les plus gros players qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu en fait dans les 5 prochaines années. Donc ça se joue maintenant. Donc il faut accompagner cette croissance externe pour pouvoir absorber des nouvelles concessions, de nouveaux collaborateurs et créer cette culture commune. Donc ça va très vite et c'est un enjeu qui est fort. Et la deuxième chose en fait, c'est aussi ce qu'on vit dans la distribution automobile, c'est vraiment la diversification des activités qui est liée à l'évolution de la mobilité. D'ailleurs, chez Jeanlin, on s'appelait il y a encore 2 ans et demi Jeanlin Automobile, on s'appelle Jeanlin Mobilité. Donc tout est dit, c'est-à-dire qu'il y a cette diversification vers les nouvelles solutions de mobilité qui est liée à l'évolution de la mobilité dans la société. Et donc là, c'est pareil, on change du coup, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles filiales, des nouvelles façons de travailler. Et donc il y a aussi cet élément de diversification à prendre en compte de manière très concrète dans les compétences. Voilà, donc ça se joue dans les 5 ans à venir et j'espère pouvoir accompagner et amener du coup tous les collaborateurs vers ces changements de manière efficace et vertueuse. Et ben moi je vous le souhaite et avec succès. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci Delphine. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.